Motor a enfin décidé de faire une creepypasta cool, c'est officiel, il va neiger au Gabon. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor et nous allons donc nous retrouver pour une creepypasta des plus cultes. On va parler de Candle Cove, une série télé bien particulière. Donc sur ce, nous sommes partis. Donc l'histoire prend place en 1970, à une époque où Michel est tout petit, et à cette époque il adorait regarder la télé tout seul. Donc sa série préférée était Candle Cove. Alors Candle Cove, on va l'expliquer pour ceux qui ne connaissaient pas, mais c'était une série pour gosses, qui n'avait pas d'énormes intérêts économiques, ni politiques, ni scénaristiques. Il y avait juste Janice, une petite fille blonde d'environ 5 ans, qui était pote avec Pirate Percy. Alors Pirate Percy, c'est un pirate, qui est une marionnette en porcelaine, qui est un peu la baltringue du game au niveau des pirates, puisqu'il a peur de tout. Ensuite il y a l'antagoniste principal, The Skin Taker, littéralement le preneur de peau. Alors lui c'est un gigantesque squelette, très méchant, qui a pour but de bouffer la peau des autres. Ouais, il faisait peur à tous les gamins. Oui, les gens créent des histoires avec des bouffeurs de peau. J'y suis pour rien. Après il y a Horace Horrible. Alors lui c'est une sorte de chenille avec une moustache et un monocle, qui est donc le bras droit de Skin Taker. C'est un peu la chenille dans Alice au pays des merveilles, sauf qu'elle fume pas de la ganja. Bon bref. Et ensuite il y a The Laughingstock, souvent traduit le rigolo. C'est le nom du bateau dans lequel embarquent Percy et Janice pour vivre leurs aventures. Et je crois que c'est déjà pas mal. Donc bon, les histoires ça dure 4 minutes, il se passe plein de choses, ils vont sur un bateau, Jackie tombe à l'eau, qui c'est qui reste? Michel, c'est comme ça, tu peux pas tester. Et là arrive un samedi soir où Michel, il est chaud patate, il a 5 ans, il se dit je vais mater un épisode de Candle Cove. Et là l'épisode commence et il s'appelle The Screaming épisode, avec l'accent anglais du pauvre. Et là tu me dis mais qu'est-ce qui se passe sur ce screaming épisode? Alors déjà il y a du scream comme dans le métal, enfin pas vraiment. Alors tout commence par des cris, des hurlements, Janice elle pleure, il y a les marionnettes qui tremblent, tout pète un watt, ça commence à faire très peur. Et là arrive le moment qui fait froid dans le dos, l'image subliminale de l'homme ours pédophile pervers torturé à mort par un maso du deep web. Et là bon, Michel a eu très peur, et il dit papa, est-ce que t'as vu ce qu'il y a à la télé? Il y a un homme ours, ça crie, il y a des convulsions partout. Et son père lui dit mais non, on regarde les infos. Et là, c'est le drame. En fait, cette série n'était visible que par les enfants. Qui a créé cette série? Pourquoi l'homme ours? Pourquoi Janice pleure? Pourquoi il y a des convulsions et pourquoi c'est si moche? Débriefing. Alors qu'est-ce que je pense de cette histoire? Elle est vraiment pas mal. Donc elle est devenue culte avec le temps, mais c'est qu'il y a une raison à cela. Tout simplement parce que l'histoire est bien écrite, il y a un réel background, donc une histoire avec des personnages, des preuves vidéo, et en plus de cela, il y a une image subliminale. L'image subliminale de l'homme ours pédophile caché dans sa cave en train de se taper une gigantesque queue pendant qu'il regarde une émission pour enfants. C'est la base de toute bonne creepypasta qui se respecte. En plus, ça a l'air gore, ça a l'air sale, ça a l'air crade. C'est placé dans le temps, en 1970, donc une époque dont tout le monde se fout parce que c'était trop loin. Aujourd'hui nous sommes en 2016 les mecs. Donc on te parle d'un temps que tu n'as pas connu, donc direct c'est flippant, direct ça pose les bails. De plus, quand on te dit il n'y a que les enfants qui peuvent le voir, tu penses à un truc un peu chelou, genre ouais les enfants sont tous fous. Ils voient un épisode dans lequel leurs personnages préférés sont en train de convulser, de souffrir, ça hurle dans tous les sens. Franchement je mettrai le lien en description, mais c'est vraiment inaudible. On dirait du Nevram mais puissance 50 000. Et en plus de ça c'est quand même mieux composé. Donc tu te dis youhou, enfin une bonne creepypasta. Et c'est là que le couperet tombe. La creepypasta est fausse. Bravo. Toutes les creepypastas sont en théorie fausses. Mais là, bon, tu fais 2-3 recherches et tu t'aperçois que c'est un écrivain d'internet, Chris Straub, qui en 2009 a imaginé ce show télévisé américain et toute l'histoire qui va autour. Donc tu fais oh, dommage, c'était plutôt bien foutu. De toute façon, toutes les bonnes creepypastas ont été écrites par une vraie personne et pas par un clampin. Ouais, ça paraît logique. Donc moi en tout cas, j'aime beaucoup ce genre de creepypasta et j'aimerais qu'il y en ait plus. Je suis arrivé à un stade en tant que conteur de creepypasta où je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Quand je vais sur Creepypasta from the Crypt, il n'y a pas réellement de bonnes histoires. Tu t'emmerdes, tu trouves des histoires péraves, t'as même pas moyen de troller tellement c'est nul et écrit avec les couilles que t'en as marre. Et là quand tu retombes donc sur les vieux bails, sur ces vieux trucs, tu fais waouh, les mecs avaient quand même plus d'inspi qu'aujourd'hui, alors qu'au début c'était nouveau. Alors les mecs qui écrivent des creepypastas, bougez-vous le cul, faites des trucs, que je puisse les démonter, mais au moins que ce soit cool. Sur ce, prenez soin de vous, à plus et bye bye, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, bref, salut.